Dans le silence d'un atelier moderne, chaque alerte électronique raconte une histoire. Une simple lumière sur le tableau de bord cacher une technologie complexe développée par des ingénieurs allemands. Aujourd'hui, nous entrons au cœur du diagnostic BMW. Exactement. Au centre de l'analyse, un système invisible, ESA, électronique, suspension, ajustement. Individual suspension dynamique. mais essentiel, le TPMS, surveillance intelligente de la pression des pneus. 3 spécialistes, une moto, un message d'erreur que beaucoup remplacent sans vraiment comprendre. C'est très fréquent, oui. Mais ici, nous ne changeons pas des pièces. Nous cherchons la logique derrière la machine. Bienvenue à l'intérieur du diagnostic BMW. Likez si la vidéo vous aide. Abonnez-vous pour plus de diagnostics automobiles avancés à la chaîne Ben Brahim Diagnose Auto. Voilà. Alors, cette introduction vidéo qu'on vient d'entendre pour lancer notre analyse d'aujourd'hui, ça redéfinit complètement notre approche de la réparation, non? Ah oui, totalement. C'est plus du tout la mécanique de papa. C'est clair. On va plonger dans l'analyse de cette fameuse BMW GSR 12. Mais, et c'est ça qui est dingue, on va quasiment pas parler de pistons, de soupapes ou de trucs couverts de graisse. Non, pas du tout. Notre investigation d'aujourd'hui, c'est vraiment de hacker pacifiquement le système nerveux central d'une machine. On va essayer de comprendre comment des outils de diagnostic avancés comme le Diagzone Pro ou le SyncDiag qu'on voit dans les sources lisent ce qui est littéralement une matrice de données. Ouais, le mot matrice est vraiment bien choisi. Parce que le point de départ pour comprendre cette fameuse matrice, c'est vraiment l'architecture même de la moto moderne. D'accord. Si tu regardes la documentation technique de cette GSR 12000, elle met en évidence une machine qui est gérée par un réseau ultra complexe de calculateurs. C'est un véritable ordinateur sur deux roues. Juste pour qu'on visualise bien, quand tu dis calculateur, c'est quoi exactement sur cette moto, hein? On observe par exemple une suspension électronique dynamique. Qui s'ajuste toute seule. C'est ça, en temps réel. Tu as aussi un système ABS de dernière génération, un module qu'on appelle keyless, qui gère l'autorisation de démarrage par radiofréquence, sans clé physique. Ah oui, le truc où tu gardes la clé dans la poche. Voilà. Et au milieu de tout ça, tu as le tableau de bord TFT qui fonctionne comme une tablette avec sa propre interface logicielle. Et tous ces éléments, ils communiquent via un réseau multiplexé. Généralement, c'est un buscan. Un buscan, c'est l'acronyme de Controller Area Network, c'est ça? Exactement. Du coup, pour se représenter la chose sans tomber dans le jargon d'ingénieur pur et dur, on peut comparer cette architecture à un réseau maillé, tu sais, de type mesh dans une maison connectée. C'est une excellente analogie, ouais. Au lieu d'avoir un gros câble physique en cuivre pour chaque ampoule ou chaque capteur qui remonte jusqu'à un interrupteur central, tous les composants envoient des paquets de données sur une espèce d'autoroute numérique commune. C'est exactement le principe du multiplexage. Mais la question qui se pose naturellement face à ce niveau d'intégration, c'est la lisibilité du truc. Je veux dire, s'il y a une panne et qu'il y a des milliers de lignes de code qui circulent chaque seconde sur cette autoroute, comment un mécanicien, un technicien fait pour isoler le problème sans devoir démonter la moitié du carénage de la moto? C'est là que l'outil de diagnostic entre en jeu. La solution, elle réside dans ce que la vidéo nomme la topologie du réseau. La topologie. Ouais. L'outil de diagnostic, le Diagzone par exemple, il ne se contente plus de te recracher une liste séquentielle avec de vieux codes d'erreur du genre erreur 404. Ça, ce serait totalement inefficace aujourd'hui. C'est vrai que ça n'aiderait pas beaucoup. Ce qu'il fait, c'est qu'il interroge chaque calculateur individuellement. Il envoie un signal, un genre de ping réseau, et il attend une réponse. Comme quand on teste une connexion Internet. Tout à fait. Et à partir de ces réponses, le logiciel va dessiner une véritable cartographie visuelle de la moto sur l'écran. Les nœuds du réseau qui répondent correctement et dont les paramètres sont normaux s'affichent en vert. Ok, donc le vert, c'est bon signe. Et ceux qui ne répondent pas ou qui renvoient des valeurs complètement erratiques, ils apparaissent en rouge vif. Ah, d'accord. C'est un changement de philosophie radical, en fait. On obtient une sorte de radiographie numérique en temps réel. C'est ça. Le technicien a une vue d'ensemble du système nerveux avant même de sortir le moindre tournevis. C'est fou. Et cette topologie, elle permet surtout d'isoler les pannes en cascade. Parce que sur un buscan, si un module central tombe en panne, il peut très bien bloquer la communication d'autres modules derrière lui. Ah ouais, et ça créerait plein de faux codes d'erreur. Exactement, des dizaines de codes d'erreur fantômes. La carte topologique, elle permet de remonter à la racine. Tu vois instantanément quel est le nœud principal qui a rompu la chaîne, ce qui évite de passer des heures à chercher dans le vide. Et justement, si on se fie à cette fameuse carte topologique générée lors de l'analyse de cette BMW, la jaune qui clignote en rouge et qui déclenche l'alerte générale au tableau de bord, c'est le TPMS. Le système de surveillance de la pression des pneus, ouais. Voilà. Et honnêtement, on pourrait penser que c'est une technologie un peu mineure, juste un capteur basique. Mais les données de notre source montrent une évolution technique massive entre 2008 et 2025. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Sur cette machine, les normes imposées par le constructeur sont super précises. On parle de 2,5 bars pour le pneu avant, 2,9 bars pour l'arrière. C'est pointu. Très. Mais la véritable prouesse, là où les ingénieurs se sont fait plaisir, c'est que le TPMS moderne intègre des algorithmes de compensation thermodynamique. Attends. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. On a donc un algorithme qui fait de la thermodynamique pendant que la moto roule. C'est ça. Mais pourquoi un tel niveau de complexité? En quoi une petite différence de, disons, 0,2 bar, ça justifie de déployer une technologie aussi pointue? Mais il faut penser à la physique de la moto. La dynamique entière d'une moto à haute vitesse, elle repose sur la surface de contact entre le pneu et le bitume. Ouais, l'empreinte au sol. Et cette surface, elle n'est pas plus grande qu'une carte de crédit. Donc une variation d'à peine 0,2 bar, ça modifie drastiquement le profil du pneu quand tu prends de l'angle. Ah, ça change complètement la tenue de route. Exactement. Or, selon la fameuse loi de Gay-Lussac, la pression d'un gaz augmente avec sa température. Quand la moto roule, la friction contre la route fait chauffer la carcasse du pneu. Donc l'air à l'intérieur se dilate. Et la pression brute augmente mécaniquement. D'accord, je vois. Donc le copteur doit faire la distinction entre une hausse de pression normale parce que le pilote a une conduite sportive et que le pneu chauffe, et une véritable anomalie ou une crevaison lente. C'est tout à fait ça. Le module TPMS embarque un capteur de température qui est couplé à un capteur de pression piézo-résistif. Oula, piézo-résistif?
dispositif? En gros, ça capte la pression physique avec une grande précision. Le calculateur central de la moto reçoit ces deux données en permanence. Et il applique une formule de correction en temps réel. Incroyable. Il ramène la valeur lue à une température de référence standard, souvent autour de 20 degrés Celsius, et c'est cette pression compensée qui s'affiche sur le tableau de bord TFT. Ok, donc sans ça, le comportement du voyant serait illogique. Complètement. Sans cette compensation, un motard qui part rouler par un matin glacial verrait une énorme alerte rouge de sous-gonflage en allumant la moto. Et cette alerte disparaîtrait magiquement après 10 km juste parce que le pneu a chauffé? Voilà. Donc le système élimine toutes ces fausses alertes pour garantir une information ultra fiable au pilote. C'est quand même dingue. Et c'est là que réside une ironie que je trouve absolument délicieuse dans cette investigation. Laquelle? On a cette ingénierie allemande capable d'appliquer la loi de Gay-Lussac en temps réel, sur une roue qui tourne à plus de 100 à l'heure, en calculant l'expansion thermique de l'air, et pourtant la cause de l'alerte générale est la défaillance totale du système sur ce pneu arrière. C'est quoi au final? Ouais, je vois où tu vas en venir. C'est juste une petite pile morte, une simple batterie bouton coincée à l'intérieur du capteur. Tout cet immense édifice logiciel hyper sophistiqué s'effondre juste parce qu'une pauvre pile est en fin de vie. C'est vrai que le paradoxe est frappant, mais en fait il obéit à des contraintes physiques qui sont insurmontables aujourd'hui. Il faut considérer l'environnement extrême dans lequel évolue ce pauvre capteur. C'est vrai qu'il est malmené. Il est fixé à l'intérieur de la jante, totalement isolé dans la chambre d'air comprimé. Il subit des forces centrifuges colossales à chaque accélération, des variations de température énormes, sans parler de l'humidité et des chocs de la route à chaque nid de poule. C'est un milieu assez hostile pour de l'électronique de précision. Très hostile. Donc pour survivre à tout ça, l'électronique du capteur est généralement moulée. Moulé, tu veux dire couler dans une matière? Ouais, elle est encapsulée de façon permanente dans une résine protectrice très dure. Ah, ce qui explique pourquoi on ne peut pas simplement brancher un câble pour l'alimenter depuis la moto, ou juste changer la pile facilement comme on le ferait sur une télécommande de télévision. Exactement. Et comme il n'y a pas de fil, la transmission des données vers le cerveau de la moto doit se faire obligatoirement par radiofréquence, souvent sur la bande des 433 MHz en Europe. D'accord. Mais pour émettre ce signal radio à travers l'épaisseur de la gomme du pneu et toute la masse métallique de la moto jusqu'au récepteur, le capteur a besoin de sa propre source d'énergie intégrée et embarquée. Sa petite pile bouton. Voilà. Et lorsque cette batterie interne est épuisée, le capteur devient logiquement muet. Le calculateur central ne reçoit plus aucune trame de données. Et là, par mesure de sécurité stricte, la logique du logiciel interprète ce silence radio comme une défaillance critique, d'où le voyant rouge persistant au tableau de bord. C'est très logique en fait. Le système préfère paniquer et alerter tout le monde plutôt que de laisser le pilote rouler en aveugle avec une pression potentiellement dangereuse ou une crevaison qu'il ne verrait pas. C'est le principe de précaution. Et ça souligne encore une fois l'intérêt de la cartographie visuelle dont on parlait tout à l'heure. Parce que sans un outil de diagnostic comme le Diagzone, un technicien classique, il voit un voyant de pneu rouge au tableau de bord, il va logiquement inspecter la bande de roulement. Il va chercher un clou ou une vis, oui. C'est ça. Il cherche un clou, il ne trouve rien, il vérifie la pression avec un manomètre manuel, il voit qu'elle est parfaitement bonne, et là, il se retrouve dans une impasse totale. Alors que l'outil numérique, lui, va lui dire directement, le pneu va bien, l'ordinateur central va bien, c'est l'émetteur radio de la roue arrière qui n'a plus de puissance électrique. Boum, diagnostic réglé. L'identification précise du défaut permet vraiment de passer à l'action ciblée. Ouais, mais attention, l'investigation montre aussi que la réparation moderne introduit une nouvelle subtilité très frustrante parfois. C'est l'art du reset. Ah oui, la fameuse remise à zéro. Parce qu'aujourd'hui, remplacer physiquement le capteur mort par un neuf, ça ne suffit plus du tout. Le système de la moto ne reconnaîtra pas la nouvelle pièce spontanément comme ça. Justement, parlons-en de ces procédures de réinitialisation. Parce que dans l'imaginaire collectif, une fois que la pièce défectueuse est échangée, le problème disparaît, point barre. Mais l'analyse de la vidéo révèle que chaque constructeur dicte ses propres lois, souvent très complexes, pour accepter d'effacer un simple code d'erreur. Et ça ressemble parfois à un parcours du combattant. Tout à fait. Ce qu'on appelle les protocoles d'apprentissage, ou Relearn Procedures en anglais, ça varie énormément d'une marque à l'autre. Et dans le cas spécifique des capteurs TPMS, on se heurte à une autre problématique marrante, la gestion de l'énergie des pièces neuves. Comment ça? Pour économiser leur batterie interne pendant qu'ils sont stockés des mois sur les étagères des magasins, les capteurs neufs sont souvent livrés en mode sommeil profond. Ah, ils sont éteints en fait. Ils sont équipés d'un interrupteur centrifuge microscopique à l'intérieur. Pour que le capteur se réveille enfin et commence à émettre son identifiant radio, il faut impérativement que la roue tourne. Ah, ce qui explique cette manipulation complètement surprenante mentionnée dans l'analyse, où le mécanicien doit parfois enfourcher la moto et rouler pendant 20 minutes à une vitesse stabilisée juste pour valider sa réparation. C'est ça, il faut littéralement réveiller la machine par la force centrifuge. C'est quand même fou. J'ai réparé ta moto, je reviens dans 20 minutes, je vais la faire tourner. Ouais, parce que ce roulage permet au calculateur central de recevoir plusieurs trames de données consécutives du nouveau capteur. Ça lui permet de valider la stabilité et l'intensité du signal et d'enregistrer le nouvel identifiant dans sa mémoire de manière sécurisée. D'accord. Cependant, et c'est là que ça se corse sur les architectures électroniques les plus récentes, cette méthode un peu empirique du roulage, elle est purement et simplement bloquée. Bloqué par le constructeur. Oui, le constructeur exige l'utilisation d'un scanner bidirectionnel, comme le Diagzone Pro dont on parlait. Il faut brancher l'outil pour forcer manuellement l'écriture du nouvel identifiant alphanumérique directement dans le PROM, la mémoire du calculateur. Sans cette étape logicielle, le système refusera catégoriquement d'éteindre le voyant d'alerte, même si le capteur est neuf et que la pression est parfaite. C'est un verrouillage logiciel complètement assumé en fait. Exactement. C'est de la sécurité, mais aussi du contrôle. Et cette rigidité informatique, cette intransigeance du système, ça nous amène à une autre découverte majeure de ce diagnostic. Laquelle? L'investigation du réseau ne s'est pas arrêtée qu'au pneu. En scrutant les fameux DTC, les diagnostics troubles code, l'outil a débusqué d'autres anomalies qui étaient enfouies dans la mémoire de la BMW. Ah oui, c'est vrai. On note par exemple une erreur liée à un projecteur LED et surtout un défaut de communication avec un téléphone mobile ou plus précisément avec la plateforme de connectivité Bluetooth de la moto. Et là, surprise, l'outil de diagnostic se heurte à un vrai mur. Oui, le logiciel attribue à ce défaut de connectivité une classification très spécifique et très redoutée, le statut de défaut permanent.
permanent, carrément. Et la séquence qu'on analyse le montre très bien. On voit le technicien qui tente d'envoyer une commande d'effacement basique via sa tablette tactile. Le logiciel de la tablette exécute la demande, la barre de chargement passe, mais le code d'erreur réapparaît instantanément sur l'écran. Il refuse obstinément de quitter la mémoire du calculateur. Et j'adore ce moment de l'analyse, sincèrement, parce qu'il illustre une profonde incompréhension chez beaucoup de gens de ce qu'est vraiment l'électronique embarquée moderne. Comment ça? On a souvent le réflexe d'appliquer la logique d'un simple traitement de texte ou d'un smartphone à une machine physique. On se dit naturellement, bon, il y a une ligne d'erreur écrite sur l'écran, je sélectionne, j'appuie sur la touche supprimer, et hop, le problème est réglé, la ligne disparaît. Les impératifs de sécurité d'un véhicule lourd. Exactement. Pour utiliser une image peut-être plus parlante, essayer d'effacer un code permanent avec une tablette logicielle, c'est comme essayer d'éteindre une alarme incendie depuis un panneau de contrôle tactile, alors que la pièce est toujours remplie de fumée. Ah, c'est une super métaphore. T'as beau appuyer frénétiquement sur le bouton silence de ton écran, les capteurs physiques au plafond, ils détectent toujours les particules de fumée réelles dans la pièce. Donc la centrale d'alarme va immédiatement relancer la sirène une demi-seconde plus tard. Le logiciel ne fait que refléter une réalité physique qu'on refuse de traiter. C'est exactement ça. Cette métaphore de l'alarme incendie, elle décrit parfaitement la philosophie de conception des calculateurs de bord actuels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes de diagnostic embarqués, ou OBD, ils sont programmés avec des protocoles ultra stricts de validation en boucle fermée. En boucle fermée, Oui, si une communication est physiquement rompue avec un module Bluetooth, ou si par exemple le circuit électrique d'un projecteur LED présente une résistance anormale, ce qui témoigne d'un fil coupé ou d'une ampoule grillée, le microprocesseur de la moto effectue une vérification du circuit en quelques millisecondes. donc quand le technicien appuie sur le bouton effacer de sa tablette, le calculateur obéit dans un premier temps, il supprime bien le code de sa mémoire volatile, mais il refait immédiatement un test du circuit physique derrière. C'est tout à fait ça. Le microprocesseur envoie une très légère impulsion électrique dans le circuit du composant suspecté, juste pour voir. Et s'il constate que le circuit est toujours ouvert, ou que la puce Bluetooth ne renvoie toujours pas le signal de validation attendu, paf, il réécrit le code d'erreur dans sa mémoire permanente, dans la foulée, avant même que tu aies eu le temps de cligner des yeux. C'est redoutable. Le logiciel de diagnostic n'a aucune autorité sur la réalité du matériel. Tant que la continuité électrique ou radio n'est pas rétablie par une réparation physique, comme le remplacement de la pièce défectueuse, la matrice refusera de plier, et elle refusera d'afficher ce composant en vert sur la fameuse carte topologique. C'est fascinant de voir à quel point la machine se protège elle-même en fait, ou du moins protège l'intégrité de son propre fonctionnement. Le logiciel refuse catégoriquement de mentir aux techniciens ou de mentir aux pilotes. Il impose la réparation physique, la vraie réparation, avant d'accorder la satisfaction psychologique d'un tableau de bord vierge de toute erreur. Et cette architecture, tu vois, elle impose un niveau d'exigence sans précédent dans les ateliers de réparation d'aujourd'hui. On observe un vrai basculement des compétences requises pour les mécaniciens. C'est-à-dire, L'intuition mécanique à l'ancienne, tu sais, l'oreille du mécano qui détecte un bruit de roulement anormal juste au son, ou le toucher pour évaluer l'usure d'une pièce métallique, toutes ces compétences historiques sont évidemment toujours utiles. bien sûr, ça reste de la mécanique. Mais elles sont désormais subordonnées à la maîtrise des flux de données. Le diagnostic demande aujourd'hui de vraies compétences d'analyste réseau. Analyste réseau, ouais. Il faut comprendre l'interaction complexe des protocoles de communication, savoir interpréter des valeurs de résistance électrique en ohms, et surtout maîtriser la logique algorithmique qui a été dictée par les ingénieurs de la marque. L'outil de diagnostic, la tablette, ce n'est donc pas une espèce de baguette magique qui répare la moto d'un simple clic. Ah non, pas du tout. C'est plutôt un traducteur extrêmement sophistiqué. Un interprète qui permet à un humain de tenir une conversation logique avec un réseau d'ordinateurs interconnectés. C'est exactement ça. Un traducteur indispensable. Parce que sans la lecture des paramètres en temps réel, sans l'accès direct à la mémoire profonde des calculateurs pour comprendre les conditions exactes dans lesquelles une défaillance s'est produite, une machine contemporaine devient très vite une véritable boîte noire, impénétrable. Tu ne peux plus rien faire à l'aveugle. Non, c'est impossible. Ce qui nous amène à synthétiser un peu ce voyage inattendu au cœur du diagnostic auto et moto. Ouais. Parce qu'on est parti d'une simple petite lumière rouge sur un écran TFT pour atterrir carrément au cœur de la philosophie de l'ingénierie moderne. C'est vrai que le cheminement est impressionnant. On a vu comment un bus CAN relie des dizaines de calculateurs via une topologie visuelle qui ressemble à un réseau Wi-Fi. On a compris que surveiller la bête pression d'un pneu, ça implique en fait des équations de thermodynamique pointues pour compenser l'expansion de la chaleur selon Gay-Lussac. Exactement. Et surtout, on a découvert que derrière chaque ligne de code qu'on qualifie de permanente, il y a toujours une réalité physique brisée, que le logiciel refuse d'ignorer pour des raisons de sécurité absolue, comme cette fameuse alarme incendie qu'on ne peut pas éteindre s'il y a encore de la fumée. La grande synthèse de tout ça, c'est vraiment l'intégration totale et définitive entre la physique pure des matériaux et le code informatique. Ouais. Tu vois, une simple petite pile chimique morte dans une jante déclenche une alerte radiofréquence. Cette alerte, elle est traitée en millisecondes par un microprocesseur. Ce qui modifie en cascade la topologie visuelle du réseau sur la tablette du mécanicien. Et ce qui finit par imposer un protocole de réinitialisation restrictive où il faut forcer le code. Tout est lié. La mécanique traditionnelle et l'informatique de pointe ne sont plus du tout deux domaines superposés. Aujourd'hui, ils sont complètement fusionnés. Une fusion totale. Mais tu sais, ça soulève tout de même une question essentielle, je trouve, pour quiconque prend le guidon ou le volant d'une machine moderne. Ah, la question philosophique? Ben oui. Autrefois, l'esprit même de la moto, c'était intrinsèquement lié à l'autonomie mécanique. Tu avais une petite trousse à outils, sous la selle, un carburateur accessible avec 2 tournevis, et tu avais la certitude de pouvoir te dépanner toi-même au bord d'une route isolée. C'était la liberté totale, ouais. Aujourd'hui, notre analyse montre qu'une simple pile encapsulée dans la jante arrière, ça exige une tablette informatique connectée à Internet, des licences logicielles spécifiques payantes, et une lecture complexe de trames de données juste pour retrouver un fonctionnement normal et effacer un voyant. C'est le prix de la technologie. Mais du coup, si l'intégrité de nos véhicules, même ceux qui symbolisent l'évasion et l'indépendance par excellence, repose désormais sur des forteresses de code inaccessibles sans interface propriétaire, est-ce que le propriétaire de la machine possède encore réellement sa moto? Bonne question. Ou est-ce qu'il n'a fait qu'acheter le droit d'utiliser un matériel qui reste soumis à l'autorisation permanente de ses propres logiciels internes et du constructeur? Ça fait réfléchir. C'est une réflexion technique et un peu philosophique fascinante à garder en tête pour ceux qui nous écoutent lors de la prochaine fois que vous mettrez le contact.
موت شريك الله.